Plus d'1 million de personnes contractent des infections sexuellement transmissibles chaque jour, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et si, lorsque l'on parle de ce type de maladie, on pense très souvent au sida, eh bien, il y a d'autres risques possibles lorsqu'on a des rapports sexuels non protégés. La syphilis, la chlamydiose, la gonorrhée ou encore le cancer du col de l'utérus, autant de conséquences justement possibles de relations sexuelles non protégées. Et on va vous en parler dans le détail dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici. Les IST, pourquoi persistent-elles? Ça commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici pour un tout nouveau rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles, comment ça va? Bonjour. Ça va bien, merci. Et vous en forme? Oui, ça va. J'aime beaucoup ce bleu turquoise. Ça te va bien. Les filles. Ça te rajeunit, même si tu étais jeune déjà. Elle m'a dit, je ressemble à une fille de 15 ans. J'accepte, je prends les photos de la jeunesse. C'est clair, c'est clair. Alors les filles, aujourd'hui on parle des infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles, comme beaucoup de gens connaissent. Qu'on le veuille ou pas, quand tu es active sexuellement, tu dois faire attention. Oui, exactement. Les gens, en fait, négligent. On se dit, ouais, c'est pas grave, c'est quelqu'un que je connais. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Souvent, la personne même qui a la maladie, c'est même pas qu'il a la maladie. Exactement. Donc, il faut vraiment faire attention et tout. Donc, c'est aujourd'hui vraiment le lieu, le moment de sensibiliser, de parler de ces maladies-là. Alors, qu'est-ce que vous savez sur les infections sexuelles? Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que, comme dans tout sport ou bien dans toute activité, il y a des mesures de protection qui vont avec. Par exemple, quand tu joues, disons, au football américain ou au rugby, tu portes un casque, tu te protèges. Donc, si tu veux être sexuellement active, il faut se protéger pour éviter toutes les maladies qui vont avec. Ouais, je suis d'accord. C'est bien parce qu'on a reçu cette sensibilisation-là déjà très, très jeune, dans les écoles primaires, dans les lycées. Et c'est quelque chose qui est resté, on va dire, ancré dans nos habitudes, enfin, pas dans nos habitudes, mais ce qui est sûr dans notre tête. Et c'est important, justement, de ne pas oublier que ça peut arriver à n'importe qui. Quand je sais qu'il y a des histoires qui arrivent où il y a des dames qui sont mariées, dont les maris ont été infidèles, qui sont allés contracter la maladie à cause d'une infidélité, qui sont venus transmettre ça à leurs femmes, je dis que ça peut arriver à toutes les couches sociales. Donc il faut, comme on dit, si vous ne pouvez pas, messieurs, vous protéger, enfin si vous ne pouvez pas, comme on dit, rester fidèle là. Protégez-vous, s'il vous plaît. Merci. Non, et puis ce qui est aussi important de noter, je pense, c'est que même si, effectivement, on a eu cette éducation à la sexualité jeune, je pense qu'il y a quand même beaucoup de tabous quand même autour des rapports sexuels non protégés. Je me rappelle, moi, quand on était jeune, on parlait beaucoup d'abstinence autour Quand on voulait dire, oui, il faut pour se protéger du sida, il y avait des grands discours sur l'abstinence. Effectivement, ça fait partie des mesures de protection, mais en réalité, on sait très bien que beaucoup de jeunes, ou même de personnes moins jeunes, ont des rapports sexuels hors mariage ou avec plusieurs partenaires. Et donc, au-delà de l'abstinence, il faut vraiment continuer à sensibiliser sur les rapports sexuels protégés, c'est-à-dire le préservatif, ou non. Parce qu'effectivement, c'est pas que le sida, d'ailleurs, il y a plein d'autres. Mais si, justement, c'est ça que je demandais, en fait. Si vous connaissez beaucoup de maladies. Ah oui, non, on est parti dans son autre terrain. Je vais poser la question à mon public. Je pense qu'eux, au moins, ils vont répondre. Alors, comme d'habitude, on vous a posé la question. Quelles sont les maladies sexuellement transmissibles que vous connaissez? On vous écoute. Je connais plusieurs maladies. Il y a le VIH-Sida, le syphilis, il y a la gonococcine. Ces maladies se transmettent lors des rapports sexuels non protégés. Alors, maladies sexuellement transmissibles, il y a le sida d'abord, on peut citer la syphilis, la gonococcine, etc. Bon, je pense que ce sont des maladies qui se transmettent par voie sexuelle et puis éviter simplement de fréquenter des lieux qui sont peu salubres. Voilà, insalubres surtout. D'abord, il y a le VIH, il y a le gono, la chauffis, il y a plusieurs maladies en fait. Ce sont des maladies d'abord qu'on peut contacter d'abord par les toilettes qui ne sont pas propres. Voilà, c'est-à-dire les WC publics, les caniveaux urinés
choses comme on appelle sales, qui ne sont pas bons. Donc, pour éviter ça aussi, il y a des rapports sexuels non protégés qui peuvent nous amener à contacter ces maladies-là. Les IST, c'est des IST. Sur les... On continue à faire des débats comme ça. Voilà. Parce que comme on a entendu un des interlocuteurs dans leur micro-trottoir parler des caniveaux, et c'est pas la même chose, parce que vraiment dans IST, on comprend sexuellement transmissible. Voilà. Mais il y a différents types aussi de sexuellement transmissibles, parce que même la version orale peut aussi transmettre... Oui, bien sûr. Ça fait partie des infections sexuellement transmissibles. Enfin, il me semble. Le docteur va nous dire, effectivement, j'ai juste entendu, effectivement, c'est bien même que le docteur soit là, parce que j'ai vu un truc où on disait même que, effectivement, la fellation ou même le cunilingus pouvait donner du cancer. Mais bien sûr. Cancer, je sais pas, mais... Enfin non, c'est juste que tu peux transmettre en tout cas des actes à la bouche possibles. Heureusement qu'on a... C'est un échange de fluide, donc je suppose que... Heureusement qu'on a... Qui sont sexuels, c'est les parties génitales. Donc, écoutez, on va justement tout de suite accueillir notre docteur, notre spécialiste du jour. Il s'agit de Pacome Bandama Kofi Kwame, qui est vénérologue ou vénéréologue, selon l'appellation que vous choisissez d'utiliser. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour docteur Bandama, vous allez bien? Très bien. D'accord. Alors on débattait tout de suite avant votre arrivée, hein. On a beaucoup de questions pour vous. C'est pas très clair pour nous, clairement. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais avant de vous donner la parole sur le sujet, les infections sexuellement transmissibles, on va regarder ensemble un reportage et on revient tout juste après. On regarde. Les infections sexuellement transmissibles, autrefois appelées maladies sexuellement transmissibles, sont des infections pouvant être transmises lors des relations sexuelles. Syphilis, blénorragie, verrue génitale, chlamydiose. Ces infections sont dues à des bactéries, virus et parasites et peuvent avoir de profondes répercussions sur la santé sexuelle et reproductive des personnes concernées. Un grand nombre d'IST, notamment la chlamydiose, la gonorrhée, l'hépatite B, l'infection à VIH et la syphilis, se transmettent aussi de la mère à l'enfant pendant la grossesse et à l'accouchement. Certains symptômes, mais aussi certaines situations doivent alerter et conduire à consulter rapidement un professionnel de santé. Les IST se manifestent par des signes variés et souvent très discrets, notamment chez la femme. Pourtant, il est fondamental de diagnostiquer et de traiter ces infections tôt pour éviter les séquelles que certaines d'entre elles peuvent entraîner. L'utilisation correcte et systématique du préservatif masculin à chaque rapport sexuel reste la seule méthode de prévention efficace. La vaccination est aussi efficace dans certains cas, notamment contre l'hépatite B et le papillomavirus. Selon l'OMS, chaque jour, plus d'1 million de personnes contractent des infections sexuellement transmissibles. Wow. Voilà, on voit que le problème, il est toujours là, il existe, surtout qu'il n'y a pas que le VIH-Sida, même si on en parle beaucoup pour les régions d'Afrique subsaharienne, il y a bien d'autres possibilités d'infections sexuellement transmissibles. Alors justement, quels sont ces IST qui sont, disons, je dirais pas dominantes, mais qui existent et qu'on retrouve dans nos pays? Bon, dans notre pratique quotidienne, on a en premier lieu le VIH-Sida, qui est une pandémie répandue un peu partout. Et ce qu'on a constaté, vous avez l'herpès génital qui est beaucoup présent. Vous avez également les condylomes ou verrues génitales qui sont provoquées par le papillomavirus humain qu'on abrège HPV. Donc la gonocoxie, la syphilis ne sont plus, elles sont présentes mais on ne les retrouve plus. C'est des vieilles maladies un petit peu. Et comment est-ce que ça se... Bon, on sait que ça se transmet de façon sexuelle, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres façons, c'est-à-dire au-delà de la pénétration? Est-ce que la côté bouche, la bouche peut créer des... Bon, lorsqu'on parle de rapports sexuels, on a vu que les pratiques ont évolué. Donc, généralement, en termes de rapports sexuels, on pense plus à la voie vaginale. Mais dans les rapports sexuels aujourd'hui, on s'est rendu compte que les gens pouvaient aussi pratiquer la voie anale, également pratiquer la voie orale. Et ces voies vont également permettre la transmission de certaines maladies. Donc on peut aussi contracter le HPV, par exemple. Voilà, le HPV le plus souvent donc, peut se retrouver au niveau de la zone anale et il va provoquer des condylomes à ce niveau ou bien sur le long terme des cancers. Et par la voie orale, le HPV également peut être transmis par la voie orale. Il peut se localiser par exemple au niveau de la sphère de la gorge, la sphère ORL, et développer des cancers de la gorge. Wow. Donc c'est pour ça qu'on dit que souvent le cunilingus peut donner cancer, là? Oui.
Ça, c'est vraiment un raccourci quand même. Hein. D'accord, c'est un raccourci. Wow. Bon, alors, quand on parle IST, on pense donc très souvent au VIH, comme je le disais, mais c'est pourtant une maladie qui est en recul. Enfin, le sida est en recul. On dit que dans le monde, entre 1995 et 2018, les adolescentes et les jeunes femmes âgés de 15 à 24 ans ont été le groupe de la population qui a connu le plus fort recul des nouvelles infections. Ça veut dire que les programmes de prévention qui sont mis en place sont fructueux. La sensibilisation apportée. Puisqu'on se rend compte que les jeunes pratiquent les rapports sexuels un peu tôt. Ils n'ont pas assez d'informations lorsqu'ils abordent la période de vie qu'on appelle l'adolescence. Donc, il y a beaucoup de risques auxquels ils sont confrontés. Donc, en ayant mis l'accent sur cette frange de la population, on s'est rendu compte que ça a permis de baisser le taux d'infection. Mais en même temps, on pense futur, puisque cette même frange de la population, c'est elle qui sera active demain. Donc, si on ne veut pas avoir une population qui est tout le temps en train de se soigner, tout le temps à l'hôpital, et si on veut que nos pays aillent de l'avant, il faut qu'on ait une population qui est quand même en bonne santé. Justement, pourquoi les gouvernements africains portent autant d'attention sur ces infections-là? Est-ce que cela veut dire qu'en Afrique, c'est un taux plus élevé qu'ailleurs dans le monde? Oui, effectivement, c'est en Afrique qu'on a le taux le plus élevé. Bon, généralement, dans les pays pauvres, dans les pays en voie de développement. Donc, la paupérisation amène les jeunes gens, que ce soit les jeunes garçons comme les jeunes filles, à adopter certaines pratiques ou bien certains comportements qui ne sont pas appropriés. Et vu qu'on ne met pas beaucoup l'accent, bon, tout à l'heure quand vous en parliez, au niveau du cercle familial, on ne parle pas beaucoup du sexe, des rapports sexuels. Donc lorsqu'on arrive à l'âge de l'adolescence, on n'est pas préparé en fait. Et aujourd'hui, notre société, la sexualité est un peu vulgarisée, elle est un peu partout. Donc les gens essaient de pratiquer, d'essayer, et puis bon, les comportements sont un peu difficiles à changer. On a beau parler, mais on a l'impression que le message ne passe pas. Pardon, moi j'ai encore j'arrive pas toujours à comprendre en fait le mode comment tu fais pour avoir ces maladies si tu n'es pas... Un couple par exemple qui est marié, qui est fidèle, il peut se transmettre des maladies. C'est-à-dire l'homme peut avoir des maladies ailleurs. Comment il peut avoir au-delà du sexe? Bon, normalement, comme on a dit, on a circonscrit dans le cadre des rapports sexuels. Oui. Donc, vous ne pouvez pas les avoir en dehors des rapports sexuels, normalement. Normalement. Bon, en ville, on a coutume d'entendre dire que les gens fréquentent souvent des toilettes publiques et qu'ils peuvent se choper des germes. Bon, il y a certaines circonstances où, lorsque les gens vont se satisfaire ou bien se mettre à l'aise, si le bidet n'est pas correctement nettoyé, bon, certaines femmes peuvent contracter, mais le plus souvent, on ne décrit pas cela, on ne met pas l'accent là-dessus. Ah, mais elles peuvent l'avoir et le donner à leur mari, par exemple. C'est surtout limité au cadre sexuel, mais n'empêche qu'on s'est rendu compte que les mêmes germes qui provoquent ces infections sexuelles qui sont transmises sexuellement, certains de ces germes peuvent être transmis aussi par le sang. Donc, par exemple, pour nous autres qui sommes personnels soignants, en prodiguant des soins à un patient, on peut se piquer, par exemple, avec une seringue chez un malade qui a été contaminé par un de ces germes. Donc, on peut le récupérer. Donc, si je suis fidèle, que je me suis contaminé sur mon lieu de travail, je peux, à la maison, en fait, transmettre bien ailleurs. Voilà. Donc, même les laborantins, tous ceux qui sont en contact avec des produits sanguins ou des produits dérivés du sang sont à risque de... Mais c'est plus rare quand même, parce que vous êtes protégé, vous faites attention. Le personnel soignant est conscient de ça. Normalement, on fait attention. Mais je pense que ça relie un peu ma question, parce qu'après, on pense souvent, quand on pense aux infections sexuellement transmissibles, aux adolescentes ou bien à ceux qui ne sont pas forcément en couple. Mais je pense qu'une grande partie aussi de personnes en couple devraient peut-être faire des bilans annuels, parce qu'il faut continuer à se protéger. Non, c'est une maladie ou bien des infections que tout le monde peut avoir. Oui, voilà pourquoi il est couramment recommandé. Bon, on se dit que s'il y a un couple, normalement, s'il doit avoir des rapports sexuels, c'est forcément au sein du couple. Bon, si l'un des partenaires doit glisser à côté, bon, il serait recommandé, on ne l'encourage pas, mais il serait recommandé d'utiliser des protections, donc, en l'occurrence le préservatif. Mais je veux dire, même s'il ne glisse pas, on doit quand même faire des bilans pour s'assurer qu'on n'a pas contracté des choses. Bon, ça dépend si vous êtes dans une situation où vous êtes à risque. Oui, exactement. Voilà, donc, dans ce cas, bon, c'est normal dans votre checking annuel de faire cela. Alors, on a parlé de différents types de virus, d'infections que l'on peut contracter, mais vous avez évoqué tout à l'heure le HPV ou le
virus humain. Pour que les gens comprennent mieux de quoi il s'agit et des conséquences que cela peut avoir, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le HPV? Bon, c'est un virus qu'on retrouve de façon naturelle dans l'organisme humain, généralement dans les zones dites génitales. Et à partir de l'âge de la puberté, lorsque la jeune fille contracte un premier rapport sexuel, elle risque de récupérer le virus par l'homme avec lequel elle va avoir le rapport. Maintenant, c'est un virus qui a plusieurs sous-espèces. Donc, c'est comme si dans la grande famille des virus, il y a plusieurs enfants. Donc, parmi ces virus, il y a certains qui ont la capacité de juste provoquer des infections telles qu'on les connaît, les condylomes, les verrues. Et il y a certains qui ont la capacité, en plus de ces condylomes, de provoquer des cancers sur le long terme. Donc, vous verrez que dans la prévention, il a été recommandé que les vaccins qu'on administre pour prévenir les infections à HPV soient administrés aux jeunes filles qui n'ont pas encore eu le premier rapport sexuel. Et le problème qui pourrait se poser aussi dans la répétition des rapports, si une jeune fille a des rapports sexuels avec plusieurs partenaires, bien entendu différents, elle aura, c'est comme si elle se faisait inoculer le virus de façon permanente et en grande quantité. Donc, à un certain âge, elle va commencer à développer les lésions. D'accord. Et potentiellement un cancer du col de l'utérus. Donc, il prendra 10 ans, 20 ans après pour apparaître. Est-ce qu'une dame qui a des rapports sexuels avec plusieurs partenaires, mais qui se protège, c'est-à-dire qui utilise le préservatif, a aussi autant de risques, ou on va dire quand même des risques de contracter une IST, malgré qu'elle soit... Ça dépend. Si le rapport est protégé, et qu'il n'y a pas eu d'incident au cours du rapport, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Mais si elle utilise une autre voie sexuelle... Orale et tout ça. On disait tout à l'heure, c'est le préservatif, mais il y a les voies orales. Sans oublier aussi que le préservatif peut se rompre au cours du rapport. Ça. Donc, mais si tout est correctement bien respecté... C'est-à-dire, tu ne fais pas de bisous, tu ne fais rien comme ça. Mais après, il y a un problème aussi. J'ai vu même dans le reportage, il ne parlait que du préservatif de l'homme, le préservatif masculin, quand maintenant il existe le préservatif féminin. Mais d'ailleurs, il existe depuis très longtemps. Oui, voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi répandu? Parce qu'après, en forçant l'homme à porter le préservatif, c'est lui qui a le pouvoir. S'il refuse, la femme se retrouve dans... C'est comme si son pouvoir lui est retiré parce qu'elle n'a pas ce choix-là, parce que je trouve que le préservatif féminin n'est pas autant répandu, parce que même dans les écoles, c'est que celui des hommes. Et après, on voit aussi que les femmes adolescentes et même les jeunes filles sont 2 à 4 fois plus exposées, par exemple, au VIH. Est-ce qu'en matière même de sensibilisation, on ne devrait pas aussi leur procurer ce préservatif-là pour qu'elles aient ce choix-là? Si lui ne veut pas, au moins, elle peut... Pourquoi on n'en parle pas déjà? Oui, exactement. Non, en fait, dans les programmes de sensibilisation, il est constamment proposer le préservatif féminin. Ce n'est pas seulement que le préservatif masculin. Mais bon, nous sommes en Afrique et les mœurs sont un peu difficiles à changer. Même les gens même qui sont peut-être dits intellectuels et autres, les gens n'ont pas cette habitude. Ils ne voient pas encore l'utilité ou bien... Ils ne se sentent pas à l'aise, en fait, avec le préservatif féminin. Donc, il faut mettre l'accent. On continue toujours dans la sensibilisation. Et il faut aussi que dans les franges de la population, il faut que les hommes aussi soient d'accord pour ce genre de méthode de contraception, mais il faut aussi que les femmes elles-mêmes se l'approprient. Bien sûr, voilà, c'est cher. Parce que pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi répandu? Déjà, on ne le trouve pas en grande surface. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas surtout répandu. Bon, le coût n'est pas en fait un problème, mais il faut que les gens se l'approprient. Les gens acceptent. Et pour celles qui ne savent pas comment ça s'utilise un préservatif féminin, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que beaucoup ne savent pas. Bon, en fait, c'est pareil pour le préservatif masculin. Bon, on se dit que beaucoup d'hommes savent comment l'utiliser, mais c'est lors des consultations, mais lors des campagnes, qu'on explique aux gens comment ça se passe. Encore aujourd'hui. D'accord. Comment est-ce qu'on sait qu'on a une IST? Quels sont les symptômes, les premiers signes? Il y a des symptômes qui vont apparaître, qui vont vous pousser normalement à aller consulter. Donc, comme on le disait dans le reportage, il y a des signes variés. Le plus souvent, vous aurez des écoulements qui sont anormaux. Donc, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. À ces écoulements anormaux, on peut avoir une association de démangeaison au niveau génital. On peut avoir aussi des douleurs au cours des rapports sexuels. C'est surtout les femmes qui ressentent cela et d'autres signes encore qui vont amener les personnes à consulter. On peut avoir aussi des brûlures lorsqu'on va pour uriner, par exemple. On peut ressentir des brûlures lors de l'émiction, comme on le dit. Et donc, ça va amener alors la personne à aller consulter. Et après un examen clinique, physique, et si on demande des examens de biologie et autres, alors on pourra diagnostiquer... Ces symptômes sont-ils toujours remarquables?
Bon, le problème se pose, c'est que dans la grande majorité des cas, les infections sexuellement transmissibles sont asymptomatiques. C'est-à-dire se manifestent sans, elles sont présentes, mais on ne les entend pas, on ne les sent pas. Et c'est le plus souvent le cas chez les femmes. Ah oui, j'aurais dit les hommes, pas. Mais si, par exemple, le HPV... Mais il y a également des infections chez les hommes qui évoluent à bas bruit, comme on le dit. Mais ce qu'on a constaté, c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Donc, vous verrez que chez une femme, par exemple, qui a une infection sexuellement transmissible, qui n'a pas de signe patent, son conjoint peut être infecté. Et lorsqu'il lui commencera à manifester la maladie, alors on regardera du côté de la femme. Parce que dans un couple, s'il y a un qui est atteint, on ne stigmatise pas le couple, mais on se dit que c'est dans le cas des rapports sexuels. Donc, si lui, il a eu l'infection, il faut que sa partenaire soit également checkée, on ne sait jamais. Elle peut également récupérer l'infection. Alors, docteur, ne bougez pas, on va continuer à parler de tout ça et entrer dans le détail, peut-être parler du sida plus particulièrement. Ce sera juste après une courte page de pub. À tout de suite. Okay. Bienvenue sur le plateau des femmes d'ici. Si vous venez de nous rejoindre, aujourd'hui on parle des maladies, des infections sexuellement transmissibles et nous sommes avec le docteur Bandama qui est vénérologue. Alors docteur, moi j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui limiter l'impact de la transmission des IST? Très bien. Généralement on met l'accent sur les programmes de sensibilisation. On procède à une communication pour le changement de comportement, parce que tout est lié au comportement. Donc, on fait comprendre aux gens quels sont les risques qui sont liés au comportement qu'on adopte. Et si les gens ont réussi à comprendre cela, à avoir une conscience de ces risques, de ces problèmes, alors, au fur et à mesure, on aura les résultats escomptés. Maintenant, la stratégie de l'OMS qui est adaptée à tous les pays, cette stratégie consiste à cibler des populations particulières dans nos franges de population. Donc, vous verrez par exemple qu'on met l'accent sur les femmes qui sont les professionnels du travail du sexe, par exemple. On va dans leur milieu, on essaie de comprendre leur réalité et on essaie de leur faire comprendre quels sont les problèmes liés à la pratique du sexe sans protection. On peut également cibler la frange de la population qui concerne les hommes qui pratiquent des actes sexuels avec d'autres hommes, puisque eux aussi sont concernés par certaines infections. Donc, en fait, on a des actions ciblées, parce qu'on s'est rendu compte que ce sont ces franges de population qui étaient la source ou bien le réservoir de transmission permanente de ces infections. D'accord. Alors, il y a des contextes dans lesquels, par exemple, quand on rencontre quelqu'un et qu'on veut commencer à avoir des rapports, peut-être au départ protégés, et qu'on veut peut-être passer après quelque temps à des rapports non protégés, il faut tout simplement faire des bilans et puis après les partager pour savoir qu'on est en face d'une personne de confiance et qu'on peut se permettre de passer un rapport non protégé. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez ou plutôt non, il faut éviter parce qu'on... Généralement, on recommande pour un couple qui veut se marier de faire toujours un bilan prénuptial. Et dans ce bilan prénuptial, il y a également ces examens, la sérologie rétrovirale pour savoir si l'un des partenaires n'est pas infecté par le VIH, ainsi que d'autres choses. Maintenant, si c'est quelqu'un qu'on reconnaît appartenir à une catégorie de personnes à risque, il pourrait, de façon périodique, faire des bilans de santé pour se rassurer qu'il n'y a pas une infection qu'il couvre. Alors, moi, j'ai une question. Le problème, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, je constate, avec le corona, qu'il y a eu toute une dépêche de scientifiques qui se sont associés pour produire un vaccin en un an. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, après combien d'années, on n'a toujours pas trouvé de vaccin contre le sida? On a la trithérapie. Ok. Trithérapie, c'est pas vaccin. Non, non. Il y a la trithérapie, mais ça permet de vivre plus longtemps. Mais un vaccin, ça permet de vivre plus longtemps, en tout cas un peu plus longtemps, mais ça ne garantit pas, je pense, à 100% une espérance de vie, en tout cas. Non, mais c'est un traitement qui est très efficace. Mais il n'y a toujours pas. On va laisser le médecin. C'est un débat interne. On va laisser le médecin. Il n'y a toujours pas de vaccin. On est d'accord. Pour le moment, on n'a pas encore découvert de vaccin contre le virus de l'infection à VIH. Les efforts sont fournis. Les études sont menées, mais c'est un virus qui a la particularité d'être très instable. Quand je dis très instable, c'est qu'on n'arrive pas à le cerner.
Si aujourd'hui, vous pensez avoir eu la capacité de trouver la formule pour l'éliminer, le lendemain, il vous fait une mutation. Donc, il prend un autre C'est-à-dire que c'est des visage. mutations? Voilà, donc, il parle de mutation en mutation. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas encore à trouver un produit vraiment adapté pour le VIH. C'est un peu la problématique qui se pose. Et donc... Alors du coup, ça me permet de rebondir sur la question de la thérapie même. C'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît plein de personnes qui souffrent qui ont été atteintes et qui ont contracté le VIH et qui vivent avec la maladie. Je ne me rends pas compte de la présence de la trithérapie sur le continent africain. Est-ce que c'est assez répandu? Est-ce que c'est accessible aussi pour les populations? L'OMS a tout fait, si je peux le dire ainsi, à travers différents programmes, avec des programmes d'aide financés par le gouvernement américain, tous ceux qui peuvent aider, pour permettre aux pays en développement d'avoir accès aux antirétroviraux. C'est vrai que dans certaines régions d'Afrique, c'est un peu difficile d'avoir accès à ces médicaments, mais pour parler de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont infectés par le VIH ont accès aux médicaments. Et si les gens respectent les dosages? Non, pas le dosage, mais en fait respectent les recommandations données par les médecins qui suivent correctement le traitement, ils vivent longtemps, une vie normale. Ils vivent tranquillement, ils vivent normalement. Et tout ce qui est infection qui peut survenir chez quelqu'un qui est infecté par le VIH, ces infections seront mises de côté du moment que l'immunité de la personne est au beau fixe. Et vous verrez que même des femmes qui sont infectées par le VIH, qui suivent correctement le traitement, à un certain moment, si elles sont mariées, ou bien si elles ont un désir de grossesse, à un certain moment, elles pourront enfanter et puis avoir un enfant dans de bonnes conditions. Donc, elle a parlé d'accès, mais on voulait savoir aussi, est-ce que c'est cher? Comment est-ce qu'on peut maintenant s'en procurer? Bon, les antirétroviraux sont gratuits. Bon, quand on dit gratuit, en fait, il y a quelqu'un qui finance et qui permet à la population d'avoir. Donc, si quelqu'un se fait diagnostiquer le VIH, on ne lui fera pas une ordonnance pour qu'il aille acheter les médicaments dans une pharmacie. Est-ce qu'aujourd'hui, à part le VIH qui est difficile à guérir, on va dire, est-ce que les autres maladies sexuellement transmissibles, on peut en guérir facilement? Est-ce que quand on va normalement, les microbes ou les germes qui provoquent les infections sexuellement transmissibles, il y en a plus de 30, une trentaine. Mais dans cette trentaine, il y a 8 qui se taillent la part du gâteau. Et dans ces 8, il y en a 4 qu'on peut guérir. Donc le cas de la syphilis, le cas de la trichomonose, la chlamydiose. Et en dehors de ces 3, il y a une autre qui accompagne, la gonococcie par exemple. Il y a 4 autres qui sont dus à des virus. Et celles-là, généralement, on n'arrive pas à les éliminer parce que les virus, en général, sont difficiles à traiter. On n'a pas de médicaments même pour détruire les virus. Voilà pourquoi vous voyez que le VIH, c'est encore difficile d'avoir un traitement curatif. Et voici le coronavirus, on n'a pas encore trouvé un traitement curatif, vu que les virus sont vraiment difficiles à manœuvrer. Je vais poser une question super terre à terre. Souvent, quand on a des boutons de fièvre, on dit que c'est dû à une maladie sexuellement transmissible. Est-ce que c'est vrai? Et quels sont les types de boutons de fièvre? Les boutons de fièvre, en général, sont liés au virus qu'on appelle l'herpès, le virus de l'herpès. Donc, tout à l'heure, comme on le disait, dans les infections sexuellement transmissibles, vous avez l'herpès génital. Ça, c'est la localisation de l'herpès au niveau génital. Mais l'herpès peut se localiser aussi au niveau de la cavité buccale, donc le plus souvent au niveau des lèvres. Donc, lorsque votre système immunitaire subit un stress important, lorsqu'on dit un stress important, ce n'est pas obligatoirement que vous ayez le VIH ou autre. Mais si vous êtes dans une période de fatigue extrême, ou bien vous avez subi un stress émotionnel ou physique important, ça va déprimer rapidement votre système immunitaire, vous allez manifester cela. Généralement, c'est bénin, ça passe. Beaucoup. C'est vrai que les gens ont même honte parfois de se présenter quelque part avec un bouton de fièvre. Alors justement, en parlant de ce regard des autres, il y a quelque chose qu'on associe aussi au sida, c'est tout de suite, on vous met un petit peu de côté, vous êtes un paria parce que vous êtes vu comme quelqu'un de malade qui est dangereux. Est-ce que les mentalités évoluent par rapport à... les mentalités ont bougé, mais la stigmatisation est toujours présente. Et ce n'est pas seulement que chez nous ici, un peu partout dans le monde entier. En fait, l'infection à VIH demeure toujours une maladie honteuse. C'est encore difficile, ce n'est pas facile pour quelqu'un de venir parler de la même manière que vous voyez des gens qui sont hypertendus ou bien diabétiques. Vous, je suis hypertendu, je suis... Ils en parlent comme ça. On en parle facilement, mais le VIH, ce n'est pas encore le cas. Peut-être parce que c'est le sexe, on se dit que si tu as eu ça, c'est parce que tu as fait la... Oui, parce qu'il y a un tabou autour de la sexualité. Avec le sexe sont à connotation honteuse. Ouais, voilà. Alors, docteur, j'ai connu un cas, une dame, qui nous a expliqué un jour qu'elle avait été violée par son taximètre, qu'il a déposé à la maison, il a violé. Et au cours du viol, il lui a dit... De toutes les façons, je t'ai transmis le sida, tu ne peux plus rien faire.
Et lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital, la gynécologue lui a donné un traitement sur place pour éviter qu'elle attrape cette maladie-là, parce que c'était récent. Est-ce que vous confirmez qu'il est possible qu'après un viol, une dame puisse subir un traitement pour éviter qu'elle contracte la maladie, ou est-ce que c'était juste une rumeur? Non, ce n'était pas une rumeur. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est une forme de prophylaxie, une forme de prévention. Comme je le disais tout à l'heure, nous qui sommes le personnel soignant, nous pouvons être à risque de nous faire infecter par ces différents germes lorsqu'on est en contact avec le sang, par exemple, d'un malade. Donc, si on prend la contamination par le sang d'un malade ou bien le cas du viol, il y a normalement l'attitude qu'on demande d'avoir, c'est qu'on considère que vous avez fait un accident d'exposition voilà, au sang ou bien aux dérivés du sang. Et on vous demande de vous rendre rapidement dans un centre de santé adapté ou dans les 72 heures. Vous allez, on vous expliquer, on vous examine, on vous fait certains examens biologiques et autres. Et normalement, on vous donne le traitement antirétroviral. Donc, vous le prenez... C'est le même traitement. Le virus. Voilà, vous le prenez pour... En fait, le traitement n'élimine pas le virus, il ne le tue pas, en fait. Mais déjà, si vous êtes allé rapidement et qu'on vous a mis sous traitement, s'il y avait quand même un virus dans le sang, le temps qu'il a eu l'occasion de pénétrer dans des cellules, voilà, il sera neutralisé. Et est-ce que c'est valable pour les autres maladies sexuellement transmissibles? Non, c'est pas le VIH. C'est que le VIH. Voilà. Et alors, dans ce cas-là, c'est un traitement qu'on prend qui est ponctuel. C'est pas du tout comme la... Non, on ne va pas vous traiter de... Sur le long terme. Généralement, on vous fait le test avant de vous mettre sous traitement. 28 jours après, on vous suit. Hein. 28 jours après, on vous rappelle. On vous refait le test pour se rassurer que l'infection n'a pas été... s'est pas installée. Et normalement, on recommande toujours... Là, ce n'est pas quelqu'un qui est faussement infecté ou bien qui a été à risque, mais on recommande toujours de faire le test du VIH tous les 3 mois. D'accord. Merci. Et concernant la transmission de la mère à l'enfant, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de risques que si une mère a le sida, ne transmette pas à son enfant. Aujourd'hui, il y a combien de pourcents à peu près de risques que l'enfant ne puisse pas avoir le sida avec les traitements? Combien de pourcents, on ne va pas donner un chiffre comme cela, mais il y a ce qu'on appelle la prévention de la transmission mère-enfant, PTME. Donc, toute femme qui vient accoucher, qui est enceinte, qui vient faire ses consultations prénatales, on fait toujours la sérologie pour déjà détecter le VIH. Maintenant, pour une femme qui est porteuse du virus, qui a pu avoir une grossesse, elle continue normalement de prendre son traitement. Lorsque l'enfant naîtra, il faut faire attention. L'attention est mise sur le fait que lorsque l'enfant est dans le ventre de la mère, le sang de l'enfant et le sang de la mère ne communiquent pas. L'interface entre les deux, c'est le placenta. Mais lorsqu'il sort du ventre, lorsque vous rompez le cordon ombilical, le cordon qui est encore relié à l'enfant, si jamais il tombe dans le sang de la mère qui est répandu, alors il est à risque de contracter le virus. Attention. Donc, toutes les mesures sont prises pour que tous ces risques soient vraiment minimisés. Alors, en Afrique subsaharienne, l'effet des facteurs liés au genre aggravant l'épidémie du sida se fait plus sentir qu'ailleurs selon l'OMS. On dit que dans la région, les adolescentes et les jeunes femmes sont exposées à 2,4 fois plus, un risque 2,4 fois plus élevé à la contamination du VIH que les garçons. Pourquoi ? Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais... Bon, déjà, ce qu'on a remarqué anatomiquement, notre physique, on s'est rendu compte que l'appareil génital de la femme la prédispose à être plus à risque de contracter le virus. Vraiment, toujours. Voilà. Ensuite, généralement, les jeunes filles, elles adoptent les rapports sexuels le plus souvent, un peu plus tôt que les garçons. Ah bon? Oui, le plus Je souvent. pensais que c'était l'inverse. Bon. Non, c'est pas l'inverse. Les choses peuvent s'inverser, mais c'est ce que... C'est qui est remarqué. Maintenant, si on regarde un peu mieux, on se rend compte que les femmes sont vulnérables, par exemple, si on prend du point de vue financier. Si une femme doit forcément dépendre d'un homme, dans certaines parties de nos régions, on fait des femmes ce qu'on veut. Puisqu'elles dépendent d'un homme, elle est obligée de se plier à ses exigences, ou bien le fait qu'elle ne soit pas informée. Elle ne soit pas informée sur les risques, elle n'est pas... Vous voyez, même l'alphabétisation pose beaucoup de problèmes. Un problème. Ouais, donc, le fait que les gens ne soient pas informés, ils n'ont pas l'information qu'il faut. Donc, dans la société, ils ne pourront pas faire attention à des comportements
qu'on pourrait éviter. Donc, comme je le disais tantôt, il y a la paupérisation également qui amène les uns et les autres à avoir des attitudes qu'il ne faut pas. Ouais, Est-ce que, Est-ce que vous êtes positif sur le futur, sur l'avenir, avec tout ce qui est en Comme je place le déjà? disais tantôt, les comportements sont difficiles à changer. Donc, malgré toute la sensibilisation qu'on fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mentalités qui n'ont pas encore évolué. Bah oui, surtout certains hommes qui refusent de porter le préservatif, soit disant que c'est pas doux. Voilà. Oui, effectivement, il y a certains qui disent que c'est pas doux, mais bizarrement, il y a des femmes aussi qui n'aiment pas quand ça va préservatif aussi. C'est pareil. Elle préfère sentir son homme au lieu qu'il prenne. Voilà, on dit on mange pas bonbon, elle la peau. Voilà. Donc, on se dit qu'on ne va pas désespérer. On va persévérer, continuer à faire la sensibilisation et on se dit qu'au fur et à mesure, les choses rentreront dans l'ordre. On espère bien. Et c'est sur ça qu'on va terminer avec vous. Merci beaucoup, Dr Bondama. Merci beaucoup. Merci. Alors, on se retrouve tout juste après une page de pub. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI. Je vous rappelle que le thème du jour, c'était les IST, les infections sexuellement transmissibles. Pourquoi persistent-elles? C'est la question que nous avons posée aujourd'hui. Alors, nous vous invitons à partager votre point de vue sur la question, justement, via les réseaux sociaux. Rendez-vous sur la page NCI, Facebook, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je vais y arriver. À toi, Aurélie. Alors, notre attention est portée aujourd'hui sur la beauté noire, la beauté au teint d'ébène. Cette couleur de peau a été malheureusement longtemps stigmatisée, raison pour laquelle un concours a vu le jour et c'est dans le miroir de Moussoko, Miss Noire et Belle. Et nous allons maintenant accueillir les gagnantes de ce concours. On appelle Aya Christelle Kwasi, la Mousso 2021. La Miss Mousso 2021, bonjour. Axel Savadego, première Mousso. Aïssata Ndongo, deuxième Mousso. Et Malika Nyamia, Mousso spéciale. Bonjour les filles. Bonjour. Vous allez bien? Belle. Effectivement, l'appellation Noire et Belle fonctionne tout à fait. Félicitations toutes les quatre. Merci. Et puis surtout d'abord à vous, Miss Mousso, c'est ça? Oui. Noire et Belle. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui d'être, on va dire, les ambassadrices de la peau noire, quand on sait qu'on est dans une société où tout le monde a envie de claircir? D'accord. Alors, merci. Et avant de vous répondre, permettez-moi de me présenter. Je suis mademoiselle Kwasi Christelle Aya, étudiante en licence 1 à l'Institut national de formation des agents de santé. J'ai été ancienne championne régionale de natation. Et aujourd'hui, je suis Miss Noire et Belle 2021. Bien, bravo. Applaudir. Merci. Quel CV. Merci. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que c'est un honneur pour moi d'être la Miss Noire 2021. C'est aussi une responsabilité parce que j'ai pour premier rôle d'abord de sensibiliser mes sœurs ivoiriennes et aussi africaines et aussi des frères ivoiriens et africains, les sensibiliser à rester naturels. Et il faudrait dire aussi que ce concours est un projet réel parce que certaines personnes se disent que bon, c'est juste un tri qui a été fait. Non, ce n'est pas un tri, c'est un concours qui a été lancé et tout le monde a la possibilité de participer. Alors, vous parlez de votre projet et de votre mission en tant qu'ambassadrice, et vous également, de Miss Noire et Belle, de sensibiliser vos sœurs et frères africains sur le fait de rester naturel. Comment est-ce que vous comptez, et je m'adresse à toutes les quatre, justement mener à bien ce projet de sensibilisation? Je crois que je vais répondre. Alors, moi, c'est Aïssata Ndongo, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en 3e année de Business Management à Graduate School of Management et je suis la deuxième Mousso Miss Noire et Belle 2021. D'accord. Pour répondre à votre question, d'abord, nous avons essayé d'élaborer une sorte de stratégie afin de pouvoir partir sur une sorte de base pour faire quelques activités avec certaines jeunes filles, notamment dans les orphelinats, dans les lycées, dans des universités aussi, avec ce titre, comme elle a dit, cette responsabilité que nous avons aujourd'hui, c'est d'amener nos sœurs, qu'elles soient noires ou claires, à rester naturelles. C'est le premier message qu'on souhaite faire passer. La dame qui s'assume telle qu'elle est, belle telle qu'elle est, c'est quelqu'un qui est vraiment fier d'elle.
Et alors, à travers ces activités-là, on va toujours essayer de mettre en place une sorte de thème qui va amener certaines jeunes filles à sortir vraiment de leur zone de confort et à s'accepter telles qu'elles sont. Voilà. Alors, je vois que vous avez toutes les cheveux naturels. Donc, est-ce que on va dire, ce concours-là vous emmène également à assumer votre chevelure telle qu'elle est? Ou est-ce que c'est juste un hasard? Vous mettez des mèches souvent? En effet, oui, je mets des mèches souvent. Je porte des perruques, je porte des mèches, de longues mèches d'ailleurs. Mais il y a des fois, on a envie de rester naturel, de faire crépus, de faire africain. Ça fait souvent glamour et ça fait vraiment ressortir toutes nos... Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a un vrai mouvement autour de, disons, la peau noire, Black is Beautiful. C'est pas juste un mouvement, disons, africain, mais global autour de valoriser la peau noire. Parce que je pense qu'il y a un vrai problème systémique autour de... vraiment un problème systémique où on a mis plus l'accent sur les peaux claires et même la peau blanche pendant tellement de temps. Donc, est-ce que vous trouvez que ce genre d'initiatives-là sont déjà des premiers pas dans le sens où maintenant on commence à valoriser la peau noire ou bien c'est pas assez, à votre avis? Allez-y. À mon avis, c'est vraiment une bonne initiative parce que ça va emmener plus de femmes à s'assumer, plus de personnes, des femmes comme des hommes, à s'assumer de manière naturelle, à rester naturelle et à savoir qu'on peut être noire et être très belle. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti, ne serait-ce qu'un tout petit peu influencé par cette mouvance des produits là? Vous êtes sur Facebook, on voit, il faut cirer ton teint un peu, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous, à aucun moment, vous vous êtes senti influencé? Bon, d'accord, moi je peux répondre. Oui. Allez-y, après, Malika, c'est Mousseau spécial. D'accord, alors pour vous répondre, madame, je dirais, nous sommes actuellement dans la période de la mondialisation, donc c'est normal que l'Occident déteigne un peu sur l'Afrique, mais tout est une question de choix. Quand vous décidez d'assumer votre africanité, quand vous décidez de rester noir, il y a certaines choses qui ne peuvent pas vous atteindre. Je ne dirais pas que je n'ai jamais été influencée, mais j'ai gardé en tête qu'il fallait que je reste noire parce que je suis une Africaine, je dois assumer mon identité culturelle. Alors c'est comme ça que j'ai pu avancer. Aujourd'hui, je suis la Miss Noire 2022. Regardez, ça vous a bien réussi. Très bien. C'est pareil pour vous, Mousseau spécial? Bon, il faut dire que moi, je n'ai jamais été influencée par ce genre de... Bon, pas la dépigmentation, pas... Voilà. J'ai préféré toujours rester moi-même et je me suis toujours dit que ce qui comptait dans la vie de l'homme, c'est l'intérieur. C'est ça. Voilà. C'est pas l'extérieur. Alors, je pense que le point commun que vous avez toutes, c'est que vous êtes soit étudiante, soit en fin d'études, donc vous avez des diplômes. Alors, souvent, on reproche au concours de beauté d'être trop focalisé sur l'aspect, justement, la carapace, l'apparence, l'enveloppe corporelle, et donc l'aspect physique, et pas vraiment sur le mental et sur ce que les femmes ont apporté en termes d'intellect. Est-ce que, justement, c'est différent être Miss Noire et Belle? Est-ce qu'il fallait que vous soyez des personnes qui sachiez vous exprimer, qui ayez quelque chose à apporter en termes d'intellect aussi. D'accord. Oui, tu veux répondre? Il n'y a pas de décision. Vas-y. Alors, donc, je crois qu'on avait déjà eu une sorte de reportage sur l'émission ici, où il y avait Prissy qui disait tantôt que ce concours-là, il est basé sur plusieurs critères. C'est ça. Et l'éducation n'est pas un critère, on va dire, inéluctable. Il y a assez de critères. Tu peux être couturière, tu peux être ménagère et puis te présenter. Mais ici, l'objectif, c'est déjà de s'assumer tel qu'on est, d'être naturel. Alors, il y a aussi le côté intellectuel, c'est-à-dire dans tout ce que tu... Excusez-moi, le major dans lequel tu te trouves, en fait, tu dois le mettre en valeur. Et je crois qu'à cette compétition-là, chacune a ressorti vraiment le major dans lequel elle était. Après, c'est bien, vous m'avez corrigé quand même. C'est vrai qu'intellectuel, ça ne veut pas forcément dire être allé à l'école. Ce que moi j'aime et que je remarque dans ce concours-là, c'est qu'on a des filles, certes noires, mais on a des minces, on a des filles plus en forme. Aussi, et c'est ça qui fait la différence et ce qui est intéressant. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours? Est-ce que vous avez connu aussi on va dire, des attaques à cause de votre teint? Est-ce que c'est ce qui vous a donné envie de participer ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? D'accord. D'abord, pour répondre, je dirais que les critères pour Moussoko sont tellement simples. Il faut être d'abord d'ethnie noire, il faut être âgé de 18 à 40 ans,
il faut savoir parler sa langue maternelle, il faut savoir lire. Ah, donc d'accord, il y a l'aspect culturel aussi. Ouais. Voilà, donc déjà ça me permettait, je pense que ça nous permettrait toutes de se présenter. Parce que lors du casting, nous étions de près de 110 à 115 filles. Wow. D'accord. Il y avait tellement de belles filles. Et tout. Oui, mais comme Aurélie l'a dit, c'est quoi vos motivations? Est-ce que c'était le fait justement que les femmes noires au teint foncé sont mises de côté en société et que du coup vous vouliez montrer un autre? Voilà. C'était ça? Oui, Et Mousseau spécial veut dire quelque chose? Oui, je suis spéciale. En fait, vous voulez rajouter quelque chose dessus? Ah d'accord, ok. Excusez. Bon, je voulais juste dire que moi j'ai tenu à me présenter à ce concours pour pouvoir m'affirmer. C'était ça l'enjeu. Ok. Et qu'est-ce qui fait de vous une Mousseau spéciale? D'accord, j'ai été ce que j'avais. Parce qu'elle est spéciale dans le sens où de la présélection jusqu'à la finale, on était notés. D'accord. Voilà. Il y a eu des notes qui nous ont été attribuées et c'est elle qui a remporté le prix de la personne sensible, amicale, fraternelle. Spécial, c'est pas vraiment troisième dauphine, c'est une catégorie spéciale. Génialité, oui. Alors on a toute la Miss et la deuxième dauphine, on a vos backgrounds, on sait un peu ce que vous aimez. Les deux autres, on n'a pas en fait votre cursus scolaire, vous ne vous êtes pas présenté. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Moi, c'est Savadogo Axel Bromary. Je suis étudiante en Master 2 de géographie des mers et exploitation des océans à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. J'ai 23 ans. D'accord. Bien. Et vous? D'accord, moi c'est Nyomi Malika. Je suis en master en principe et bon, j'ai 22 ans. Demain, j'aurai 23 ans. Bon anniversaire. Alors les filles, juste avant de vous laisser partir, il nous reste un petit peu de temps. On aimerait savoir c'est quoi vos projets pour le futur, même au-delà de Miss Noire et Belle. Qu'est-ce que vous avez comme ambition pour vous-même? Enfin, chacune à son tour. Hein. Bon, Aya va commencer. Je dirais notre projet le plus important, c'est de sensibiliser la population à rester naturelle. Mais hormis ça, nous avons des actions sociales que nous comptons élaborer. Et pour cela, j'aimerais laisser la parole à Aïssata pour qu'elle puisse vous donner plus de détails. D'accord, ok. Vas-y, Aïssata. Porte-parole des Miss Noire et Belle. C'est bon, d'accord. Ok. Donc, comme elle a dit, on a des projets. Hormis nos projets estudiantins, on a des projets à mener durant notre mandat. Et on veut que ça perdure et que les Miss qui seront après nous aussi continuent dans le même élan. Donc, on veut œuvrer dans le caritatif. D'accord, voilà. c'est très bien. On veut faire des actions, on veut essayer de mener une sorte d'activité avec des enfants, des veuves, des orphelins, afin d'égayer un peu leur journée et tout. Et hormis ça, permettre que le mouvement soit, comme je l'ai dit, pérennisé, voilà. Au fur et à mesure, d'accord. Et vous avez des projets personnels? Et personnels aussi. J'ai des projets personnels. Actuellement, je suis en fin de cycle. Je fais un bachelor en business management. Et juste après ça, je souhaiterais faire un master en project management et en supply chain management. S'il y a des possibilités d'entrer dans l'armée aussi. Waouh! J'aime bien cette idée. C'est bien. À vous, Malika? D'accord, moi, je compte devenir avocate. Et après ça, j'aimerais œuvrer dans l'humanitaire aussi. Parce que j'aime bien dans le développement. Ouais, d'accord, très bien. Moi, je suis en fin de cycle. Je finirai bientôt mon master si je le veux. Et je veux continuer en faisant une thèse en géographie du tourisme. À côté de ça, je me présente aussi au concours de l'ENA, le cycle moyen supérieur. Très bien. Très bien. Super. Bonne chance. Des têtes bien pleines. Et Aya? Alors moi, je disais tout à l'heure que je suis étudiante infirmière en licence 1. Donc je prévois pour l'avenir être à la disposition de la population pour soigner. Franchement, Aya, on t'attend. Les gens du CHU, là, ils t'attendent. Merci énormément les filles d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir reçus sur votre plateau. Oui, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Sur le plateau de NCI. Ouais. Merci. Et on vous souhaite tout le meilleur pour vos projets et votre mandat, vos mandats respectifs. Merci encore. Et puis dans 10 ans, je ne veux pas vous voir clé ici. Non. On vous surveille. Tu connais la Côte d'Ivoire. On vous surveille. Vous savez de qui est pas là. Ayez confiance en nous parce qu'on a quelqu'un de très rigoureuse derrière. C'est vrai. Merci en tout cas les filles et surtout vous, ne bougez pas. On se retrouve juste après une courte page de pub pour la dernière partie de l'émission.
retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la dernière partie de cette émission et nous allons maintenant partir en business où Afou nous dira comment avoir de meilleures habitudes financières. C'est dans le Parlons Business tout de suite. Bonjour les filles. Donc, comme Kadi l'a si bien dit, aujourd'hui, on va parler de comment avoir de meilleures habitudes financières. La première des choses, c'est d'essayer déjà d'augmenter son revenu. Et comment est-ce qu'on peut le faire? C'est de déjà se former. Et on parle d'une base où on dit que la personne qui a le plus de qualifications, bien sûr, a de meilleures chances d'avoir un emploi qui paye bien. Donc, la meilleure des choses. C'est pour ça, en grandissant, on entend beaucoup il faut être docteur, parce qu'on se dit qu'ils ont de longues études, et donc ils seront le mieux payés. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais vraiment, il y a des études qui ont montré que le plus longtemps tu passes à l'école, voilà, ton salaire est plus élevé que les autres. Donc, c'est proportionnel la plupart du temps. Mais bien sûr, il y a d'autres qui font 5 ans en finance, ils gagnent 3 fois plus qu'un docteur. Mais au moins, il faut se former. La deuxième chose, c'est de négocier son salaire. Et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas ici. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait que déjà, il n'y a pas tellement d'emplois. Donc, quand tu as de l'emploi, tu es tellement content que tu oublies de négocier. Et donc, ayant été des deux côtés, la plupart du temps, bien sûr, l'employeur, lui, il regarde son côté, sa poche. Donc, il essaie de donner le minimum. Et bien sûr, la personne aussi doit savoir que voilà, c'est le minimum et qu'il y a toujours un petit surplus. Et c'est vraiment tout le temps le cas qu'on peut obtenir. Et donc, c'est de négocier le salaire. Et de comprendre aussi par exemple, dans quelle matière on peut, par exemple, négocier. Si vous ne pouvez pas négocier sur votre salaire, peut-être votre bonus, peut-être d'autres offres autour de la santé et tout ça qu'on peut vous procurer. Donc, c'est de toujours négocier. Et une négociation ne veut pas dire c'est oui ou non. C'est de dire j'aimerais ça. Et s'ils peuvent le faire, ils le feront. Et donc, c'est ces éléments-là qui peuvent maintenant vous permettre au moins d'augmenter vos revenus. La deuxième partie, maintenant, c'est de voir vos dépenses. Donc, c'est de vivre en dessous de ses moyens, d'avoir une bonne hygiène financière. Et une bonne hygiène financière, en dessous de ses moyens. Il ne faut pas trop dépenser, c'est ça? Oui, mais en dessous de ses moyens même. Parce que le problème, quand on vit au-dessus de ses moyens, ça veut dire que vous vivez à crédit. En dessous. Il faut vivre en dessous. Parce que tu ne peux pas vivre equal comme ça. Ça veut dire que tu gagnes 100 000, tu dépenses 100 000 juste. Non, pas ça. Exactement. Donc, il faut toujours être en dessous. Clairement. Donc, parce que tu dépenses 100 000 et plus demain, tu as une urgence, tu n'as plus rien. Donc là, tu vis au crédit. Toujours avoir une épargne. Toujours vivre en dessous. Ça, c'est la règle de base. Et maintenant, en dessous, ça dépend. Hein. Si tu gagnes 100 000, peut-être tu pourras à peine être à 90 000 et tout. Mais le plus tu gagnes, le mieux tu dois, bien sûr, épargner et puis avoir ce qu'on appelle un fonds d'urgence qui te permet vraiment de répondre aux urgences. Aux crises. Et voilà, quand il y a des temps de crise et tout ça. Alors justement, quand on parle de mettre un petit peu de côté, je ne sais pas si je vais trop vite en besogne, mais il y a une règle, c'est un tiers oui, voilà. Donc, essayez de mettre un tiers de côté. Et donc, comment est-ce que j'essaie d'expliquer Non, mais franchement, et le problème, c'est de toujours essayer de voir comment est-ce que vous pouvez, diviser. C'est-à-dire, chaque mois, il faut dire, OK, je gagne mes 100 000, je mets 33 000 de côté sur chaque mois, quoi. Et après, vous n'allez même pas vous en rendre compte. À la fin du mois, vous êtes à 400 000, quoi. C'est déjà beaucoup. Mais si vous voulez attendre ou bien prendre tout un salaire, tout un mois, 100 000 de côté, c'est impossible. Et donc, c'est vraiment essayer d'aller graduellement et de faire petit à petit et d'économiser. Maintenant, une autre chose dont je voulais parler, c'est vraiment de planifier. Parce que la plupart du temps, on se dit « Ah non, je n'aurai pas de crise » ou bien « il n'y aura pas d'urgence » ou bien « mon salaire me suffit » et tout. Mais vraiment, surtout dans la société d'aujourd'hui, on ne sait jamais. Avec le Covid, par exemple, plein de gens ont perdu leur emploi. Et si tu ne planifies pas à l'avance, c'est pas possible. Et après aussi, c'est vraiment de ne pas prendre trop de crédit et que vous ne pouvez pas payer, par exemple. Et il faut comprendre que la plupart du temps, si c'est en banque, surtout, vous avez des intérêts. Et même si c'est avec une tierce personne, vous ne savez jamais quand ils vont vous appeler et puis vous dire, bon, ramenez mon argent. Et donc, vous faites comment? Et donc, c'est vraiment de planifier autour de tout ça. Et quand on parle d'hygiène financière, c'est aussi de se documenter, de regarder les vidéos sur YouTube, d'investir, de vraiment... parce que je pense que l'argent, c'est la clé de vous permettre même d'avoir une bonne éducation, de pouvoir avoir une bonne santé. Et donc, c'est de vraiment vous assurer que vous avez toutes les informations Il faut multiplier ses sources de revenus, en fait. Oui, il faut multiplier les sources. Un mécanisme qui fonctionne bien, excuse-moi, je vais te couper un peu. C'est, par exemple, quand on veut épargner, c'est d'avoir des sortes de virements automatiques vers un compte d'épargne. Oui, si possible. Et ou bien maintenant, pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire, c'est de le faire avec Orange Money. Vous allez vous déposer... Oui, mobile money. Hein, oui, c'est ça. Mobile money, pardon. Moi, comme j'ai un numéro Orange... c'est ça. Appelez-moi. Mais donc...
Mais non, franchement, utilisez les mobile money, vous allez vous déposer et puis vous n'y pensez même pas. Ah oui, d'accord. C'est une petite forme d'épargne. Ouais. Une fois, tu disais que quand tu as un téléphone, si tu achètes un téléphone de 500 000, ça veut dire que tu gagnes combien par mois? Oui, bon, ça c'est moi ma règle. Oui. Personnellement, je trouve que tu ne devrais pas dépenser dans des choses... Genre, moi ma règle c'est tu dois faire au moins 10 fois l'income de ce que tu dépenses. Par exemple, si je gagne, si je gagne 500 000, ça c'est moi ma règle. OK? Par exemple, si je gagne 500 000 par mois, déjà, ce que je compte dépenser dans ce que j'appelle divers, c'est autour de 20%. Oui? Donc, c'est 100 000. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est habits, les petits trucs. Et donc, je ne vais pas aller me mettre à payer un téléphone de 500 000 pendant que je gagne 500 000 par mois. Donc, le téléphone qui va avec moi, c'est peut-être un téléphone de 50 à 100 000. OK? Ouais. Et donc, moi, je dis, si tu veux payer iPhone, qui est presque 1 million ici, le dernier, il faut que tu gagnes au moins, genre, 5 millions. Il y a des gens qui payent en plusieurs échéances, mais je trouve que franchement, il faut avoir des priorités au fait. Ouais. Et tu ne peux pas te permettre d'avoir de l'excès. Et je pense que c'est vraiment une question de priorité. Et puis aussi, on regarde leurs amis. Ah, ma copine a iPhone. Ah, fou, son agent, quoi. Tu peux pas. Non, mais tu n'es pas dedans. Moi, on en sent un peu. Je pense pas, non. Bon, écoutez, les filles, il est l'heure de manger. Je vous propose de regarder ce succulent plat d'escargot sauté. C'est dans À vos tabliers. Bonjour, bienvenue au restaurant Rob Sava Demel. Je suis Anna Kamara, la propriétaire. Je vous invite à rentrer. Je vous présente Cissé, la cuisinière. Elle va vous faire le plat que vous demandez. Anna. Bonjour, moi c'est Cissé Salmata. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'escargot sauté. Je vais laver. On va prendre la tomate pâte, de l'ail, feuilles d'oignon, persil, poivre, la moutarde. Je vais prendre les tomates boules. C'est du potasse pour enlever la bave. Je vais sauter les escargots. J'ajoute maintenant les escargots. Les ingrédients. Du persil et les feuilles d'oignon, la tomate et les oignons. Je vais servir. Ça, c'est pour combien de personnes? Ça, bon, ici, nous faisons le plat à 2500. Et c'est pour une personne. D'accord. Et c'est quoi l'accompagnement? La ticket. Ok, voilà l'escargot sauté qui est prêt. Aujourd'hui avec toi, j'espère que tu aimes. Ah bon? Merci. Waouh,
Ça a l'air trop bon. Ah, et vous m'avez tué avec escargot. Je vous avoue que l'introduction, je l'ai faite pour faire plaisir à tout le monde, mais moi, je ne suis pas du tout escargot. Ah, mais c'est trop bon, Aurélie. Oui. Moi, c'est ma nourriture préférée. J'adore les escargots. Je sais pas si c'est ma nourriture préférée, mais en tout cas, c'est bon. Ouais, c'est bon. Très bon. Sauter comme ça, là. Ah, mais après, tu me disais qu'on appelle ça photocopie en Côte d'Ivoire. Ah, vous savez pas qu'on appelle ça photocopie? Vous êtes dans quel quartier? Vous, les filles, vous habitez où même? On habite. Alors, on appelle ça photocopie. Pas très long. On appelle ça photocopie parce que, apparemment, ce serait la photocopie. De qui? De quoi? Bon, regardez la forme de l'escargot. Regardez l'escargot, comment il est. Mais non. Mais si. La photocopie de quoi? Hey, madame. Les filles, là, vous êtes tu veux sérieuses? qu'on te fasse un dessin? Oui. Je savais que c'était l'esprit mal tourné de Kadila encore. Alors, on a parlé de ça tout à l'heure. de quoi? Non. Tu vois la forme de l'escargot? Oui. Oui, non, mais je crois qu'elle a compris. J'ai compris. Tu vois? J'ai compris, oui, Voilà. parce que tout à l'heure, on parlait du sexe, donc voilà. Voilà. Franchement, c'est ça ce que vous faites. Ça, c'est qui? C'est pas bon. C'est tous les Ivoiriens qui connaissent comme ça. Non, mais les Ivoiriens, ils sont graves, franchement. Moi aussi, je savais pas. En fait, non, ils ont l'esprit tordu. Moi aussi, je ne savais pas. Et c'est notre acteur en commun, enfin, avec qui on a déjà eu, on a joué dans Brouteur.com. Hicham, si tu m'écoutes, c'est toi. Non, mais après, tout le monde, il y a plein de gens qui ont inventé Il n'a pas inventé, lui, tout le monde. Et je pense que c'est les hommes. C'est que les hommes, oui. Et puis le truc, c'est que c'est parce que quand tu as l'esprit tordu, là, tu remarques tout. Oui, c'est flagrant, effectivement. Et quand tu regardes, tu vois que... Je sais pas si c'est Je vais aller re-regarder les escargots. Ça vous donne toujours envie de manger. Ce qui est bien, c'est que j'avais faim, j'ai plus faim. Oui, ça donne envie de manger. C'est que j'avais faim, mais j'ai plus faim. Tu es sûre? Oui. Tu es sûre de toi? Ok. En tout cas, ça a l'air très bon. C'est très bon. L'escargot reste très bon, quelle que soit sa photocopie. Les filles, l'émission est terminée. Nous sommes désolés. Nous, là, en plus, on reste ici, là, c'est pas bon. On va rendre l'antenne et on se retrouve demain, même heure, même plateau. Ciao. Ciao.